Dans les années 80, un homme a fait trembler la Colombie et a défié la première puissance mondiale. Un homme qui a bâti un empire criminel si vaste qu'il générait 25 milliards de dollars par an. Un homme dont la fortune personnelle s'élevait à 30 milliards de dollars, le plaçant parmi les 10 plus grandes fortunes mondiales. Cet homme, c'était Pablo Emilio Escobar Gaviria. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie extraordinaire et terrifiante de celui qu'on surnommait El Patron, de son enfance modeste jusqu'à sa chute spectaculaire. Une histoire de pouvoir, de violence et de contradiction qui continue de fasciner le monde entier, 30 ans après sa mort. Attachez vos ceintures, car nous partons à Medellín, capitale mondiale du crime, dans les années 80, pour découvrir comment un petit délinquant est devenu le baron de la drogue le plus puissant de tous les temps. Notre histoire commence le 1er décembre 1949 dans la petite ville de Rio Negro, à 30 km de Medellín. C'est là que naît Pablo Escobar, dans une famille nombreuse avec 6 frères et sœurs. Son père, Abel de Jesus Escobar, est un agriculteur souvent absent, laissant leur mère, Hermilda Gaviria, s'occuper de l'éducation des enfants. Institutrice de formation, cette femme pieuse transmet à Pablo une valeur qui marquera toute sa vie. Tiens toujours ta parole. Une ironie cruelle quand on connaît la suite. La Colombie des années 50 est déchirée par une guerre civile sanglante entre conservateurs et libéraux, connue sous le nom de la violencia. Des groupes armés terrorisent les campagnes, pillent les riches et sèment la terreur. C'est dans cette atmosphère de violence quotidienne et de chaos politique que grandit le jeune Pablo. À 12 ans, la famille s'installe à Envigado, une banlieue de Medellín. Là, Pablo rencontre des jeunes fascinés par la révolution cubaine et Fidel Castro. Cette figure de rebelle qui défie l'ordre établi marque profondément l'esprit du jeune garçon. Mais Medellín n'est pas seulement la deuxième ville de Colombie. C'est un terreau fertile pour la criminalité, où les lois semblent optionnelles et où la violence est monnaie courante. Pour un adolescent avide d'argent et de pouvoir comme Pablo, c'est l'environnement parfait. Ses premiers pas dans la délinquance sont surprenants. Vol de pierres tombales qu'il efface et revend, trafic de cigarettes de contrebande, vol de voitures. Des crimes mineurs qui préfigurent pourtant une carrière criminelle hors norme. En 1971, Pablo a 21 ans et commence à se faire un nom dans les rues de Medellín. Sa réputation de dur à cuire se renforce quand il revendique le meurtre d'un millionnaire local. Vrai ou faux? Peu importe. Ce qui compte, c'est l'image qu'il projette. Pour les habitants des quartiers pauvres, Escobar devient rapidement une sorte de Robin des Bois moderne. Il sait jouer de cette image et la cultive consciemment. Mais le véritable tournant survient quand Pablo comprend que le marché américain de la drogue évolue. La marijuana s'est dépassée. La nouvelle tendance, c'est la cocaïne. Et la chance d'Escobar? Les feuilles de coca poussent abondamment en Amérique du Sud. Avec une vision d'entrepreneur, Pablo met en place une structure révolutionnaire. Il achète la cocaïne directement aux producteurs, engage des passeurs pour la livrer aux États-Unis et touche une commission sur chaque transaction. Simple, efficace, brutale. Sa méthode pour éliminer la concurrence est tout aussi directe. Plata o plomo, l'argent ou le plomb. Acceptez mon offre ou prenez une balle. Cette philosophie implacable lui permet de grimper rapidement les échelons du crime organisé. À 23 ans, alors qu'il devient l'un des hommes les plus riches de Colombie, il rencontre Maria Victoria Henao, âgée de seulement 12 ans. 3 ans plus tard, malgré l'opposition de la famille de la jeune fille, ils se marient. Elle est alors enceinte et à peine âgée de 15 ans. De cette union naîtront 2 enfants, Juan Pablo en 1977 et Manuela en 1984. Son empire ne cesse de s'étendre. En 1976, avec son associé Carlos Leder, il achète une île entière aux Bahamas, Norman Sky, qu'il transforme en plaque tournante du trafic de cocaïne avec hôtels, pistes d'atterrissage et aires de ravitaillement. Fait ironique, le roi de la cocaïne consomme très peu sa propre marchandise. Pour lui, c'est avant tout un business, et un business qui rapporte gros. 1976 marque une nouvelle étape. Pablo Escobar s'associe avec d'autres narcotrafiquants pour former le désormais légendaire cartel de Medellín.
Cette organisation criminelle va révolutionner le trafic de drogue mondial. Le cartel contrôle tout le territoire colombien. Ses méthodes pour faire passer la drogue aux États-Unis sont aussi ingénieuses que désespérées. Pneus de voitures évidés, sous-marins artisanaux et même des mules humaines, des personnes avalant des capsules de cocaïne pour les transporter dans leur estomac. Mais la véritable force du cartel réside dans son réseau d'influence. Police, juges, politiciens, tous sont sur la liste de paix d'Escobar. On estime qu'il dépensait environ 1 million de dollars par mois juste en pots de vin. Les balles en argent sont plus efficaces que les balles en plomb, disait-il. À 29 ans, Pablo Escobar règne en maître sur la Colombie. Le cartel de Medellín contrôle désormais 80% du marché mondial de la cocaïne. Les profits sont si colossaux que l'argent devient un problème logistique. Il faut l'entreposer, le cacher, le blanchir. Des histoires circulent sur des millions de dollars rongés par les rats dans des entrepôts clandestins. Il organise des fêtes somptueuses pour l'élite colombienne et américaine, tout en distribuant une partie de sa fortune aux pauvres. Il fait construire des logements sociaux, des terrains de football, des hôpitaux. Un quartier entier de Medellín, construit illégalement, est baptisé Barrio Pablo Escobar. Cette double image, criminel impitoyable et bienfaiteur des pauvres, fait d'Escobar un personnage quasi mythique. Les riches le craignent, les pauvres l'adorent. Mais l'argent et le pouvoir ne suffisent pas à Pablo. Il veut la légitimité. En 1982, il se présente au Congrès colombien et est élu député suppléant. Pablo Escobar, le plus grand narcotrafiquant du monde, siège désormais au Parlement colombien. Cette ambition politique va causer sa perte. Parallèlement, le cartel rival de Cali gagne en puissance et veut sa part du marché. Et surtout, le gouvernement américain commence à faire pression pour que les narcotrafiquants colombiens puissent être extradés vers les États-Unis. Pour Escobar, c'est la ligne rouge. Nous préférons une tombe en Colombie à une prison aux États-Unis. Sa réponse est brutale. Le 30 avril 1984, il fait assassiner le ministre de la Justice Bonilla en pleine rue. C'est le début d'une guerre ouverte contre l'État colombien. Sa femme et ses enfants doivent fuir Medellín sous les menaces de mort. C'est le début d'une cavale familiale qui durera près de 10 ans. En 1985, Escobar franchit un nouveau cap dans l'horreur en orchestrant un assaut contre le palais de justice colombien. Bilan, près de 100 morts, dont 11 juges de la Cour suprême. Les documents d'extradition sont détruits dans l'attaque. Pendant plusieurs années, Escobar échappe aux forces de l'ordre. Il est protégé par un réseau de complices et d'informateurs, mais aussi par les habitants des quartiers pauvres qui lui doivent tant. Pour faire plier le gouvernement, il organise une campagne de terreur sans précédent. Assassinat de Luis Carlos Galán, candidat favori à l'élection présidentielle, en plein meeting politique. Explosion d'un avion en plein vol, faisant 107 victimes, dans l'espoir de tuer César Gaviria, autre candidat à la présidence. Mais ces atrocités lui font perdre le soutien populaire. Escobar n'est plus vu comme un Robin des Bois, mais comme un terroriste sanguinaire. Les États-Unis mettent pour sa tête à prix et créent avec le gouvernement colombien une unité spéciale, le bloc de recherche, dédié uniquement à sa capture. En 1991, fatigué de fuir, il négocie sa reddition à condition de pouvoir concevoir sa propre prison. C'est ainsi que naît la Cathédrale, une prison de luxe où Escobar continue à diriger ses affaires, reçoit sa famille et même des prostituées. Le 2 décembre 1993, lendemain de son 44e anniversaire, Pablo Escobar commet une erreur fatale. Il reste trop longtemps au téléphone avec sa famille. Les services secrets le localisent dans une maison en plein Medellín. La maison est encerclée. Dans un dernier acte de défi, Escobar sort sur le toit, un pistolet dans chaque main, tirant et hurlant des insultes aux policiers. Il est abattu de 3 balles, dont une fatale dans la tête. Le lendemain, plus de 10 000 personnes assistent à ses funérailles, témoignant de l'ambivalence que suscite toujours ce personnage en Colombie. L'histoire de Pablo Escobar est celle d'un petit délinquant devenu le 7e homme le plus riche du monde. C'est l'histoire d'un criminel impitoyable qui se voyait comme un bienfaiteur du peuple. C'est l'histoire d'un empire bâti sur la cocaïne, la violence et la corruption.